Yo les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo qui n'a rien à voir avec d'habitude, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de l'accès à la propriété. J'ai envie un petit peu de démystifier tout ça, puisque pour ceux qui me suivent sur Instagram, là où je suis un petit peu plus présente, sur Insta je vous ai déjà dit que j'avais deux apparts actuellement. J'ai un studio que j'ai pris en investissement, c'est-à-dire que je le loue il y a 2 ans, en 2019 je l'ai acheté, et ensuite cette année j'ai acheté l'appartement dans lequel je suis présentement, ma résidence principale, et j'ai l'impression, et ce n'est pas qu'une impression je pense, qu'il y a énormément d'idées préconçues par rapport à l'accès à la propriété, et j'avais un petit peu envie de vous parler de tout ça, de démystifier ce sujet et surtout de vous expliquer qu'en fait c'est pas si compliqué que ça. Moi-même j'ai mis longtemps avant de me lancer parce que je pensais que pour acheter un appartement il fallait forcément être crésus, et c'est pas forcément le cas. Et aujourd'hui j'ai un petit peu envie de vous parler de tout ça, et surtout quand je vous en parle sur Insta à chaque fois j'ai plein de questions, et je me suis dit que cette vidéo pourrait éventuellement vous être utile, à savoir que je ne suis pas banquier, je ne suis pas agent immobilier, je vais vraiment vous parler de mon expérience personnelle. Il y a peut-être des choses que je vais oublier et autres, donc peut-être que j'ajouterai des notes dans cette vidéo où je mettrai des choses dans la barre d'infos. N'hésitez pas aussi à me poser des questions en commentaire. Et aussi mon but c'est pas du tout de faire du prosélytisme pour l'accès à la propriété. Si vous ça vous fait chier et que vous avez envie d'être locataire toute votre vie parce que ça a aussi des avantages, il n'y a aucun problème, hein. Cette vidéo elle est vraiment pour les gens que ça intéresse. Bref, si tout ceci vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors premièrement, et j'ai pris les petites notes histoire de ne rien oublier, ou du moins d'essayer de dire le moins de conneries possible, lorsque vous avez de l'épargne de côté, et ce n'est pas forcément obligatoire lorsqu'on veut acheter un bien, ça j'y reviendrai après, en fait il faut voir dans quel but vous épargnez, et en fait tout simplement pour faire quoi. À savoir qu'il y a plusieurs choses. Moi c'est un truc que j'ai mis longtemps à comprendre, sachant que j'ai toujours été un écureuil. J'ai toujours mis de l'argent de côté parce que j'ai toujours eu peur de manquer. Mais c'est à dire que dès mes premiers salaires d'étudiante à 18 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours mis un petit peu de côté. Pas forcément tous les mois parce qu'il y a des mois où on peut pas, mais en tout cas dès que j'avais une rentrée d'argent, je mettais de l'argent de côté. Et ça c'est quelque chose qui est bien. Si vous me regardez que vous êtes jeune, franchement c'est un truc que je vous conseille de faire, parce que je sais que du coup mon historique bancaire, il est assez rassurant pour un banquier, parce que j'ai toujours fait attention. Et d'ailleurs un petit conseil que je peux vous donner, c'est aussi d'avoir des relations avec votre banquier. Moi je sais que j'ai toujours eu des relations pas intimes, hein, mais des relations, c'est-à-dire des contacts réguliers. Moi à partir de 18 ans j'ai eu un prêt étudiant, et donc pour mon prêt étudiant je sais que, et je me souviens presque de tous les noms des conseillers que j'ai eu, et ça fait 18 ans, ça fait 12 ans maintenant, donc ça fait un petit bail. Et pour autant je sais que j'ai toujours eu, alors pas un contact toutes les semaines, mais de temps en temps, ou même quand il y a quelque chose sur votre relevé que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à écrire à votre banquier, parce que comme ça le jour où vous arrivez avec un projet, il vous connaît déjà un petit peu, même si ça change tous les 2-3 ans, enfin les conseillers changent tous les 2-3 ans. Je trouve qu'avoir un contact régulier avec sa banque, c'est pas déconnant. Bref, ça c'est un premier conseil. Mais donc lorsque vous avez une épargne, il faut voir en fait dans quel but vous épargnez. Vous pouvez vouloir valoriser un capital, donc dans ce cas là vous avez par exemple les assurances vie, tout ce qui est en gestion pilotée c'est quand même plus sympa. Vous pouvez épargner parce que vous avez envie de financer un projet à court ou à moyen terme, donc après il faut voir comment vous épargnez, enfin sur quel type de compte, sachant que maintenant les comptes type livret A en général sont très peu rémunérateurs, donc ça on le sait. Ensuite ça peut être aussi une façon de préparer sa retraite, et moi typiquement si j'ai investi et si j'investis dans l'immobilier, c'est pour préparer ma retraite, parce que je sais qu'en tant qu'indépendant, et pas que d'ailleurs, je pense que la retraite, sans vouloir être vulgaire, je pense qu'on l'aura dans le HUC, hein, d'ici là. Pour nous qui sommes jeunes en ce moment, ça va être compliqué. Voilà, moi je vous conseille d'épargner juste pour votre retraite et pour ne pas vous retrouver comme un con à 60 ans. Mais ça c'est aussi un truc avec lequel j'ai eu pas mal de mal quand on a commencé à me dire ça, lorsque j'ai commencé à travailler vers 23-24 ans. J'étais là en mode non, c'est la retraite, si ça se trouve je serais morte. Mais en fait non, prévoyez quand même un petit peu, puis partez pas du principe que vous allez mourir, c'est toujours plus sympa. Et justement en parlant d'épargne, une des premières idées reçues dont j'aimerais parler avec vous, c'est le fait de mettre ou non un apport, parce que c'est une question qui est revenue de très larges fois. Les gens me demandent mais est-ce qu'il faut forcément un apport conséquent lorsqu'on va acheter sa maison ou son appartement, et la réponse est non. Je sais que moi cette année j'ai 2 personnes de mon entourage qui ont acheté, donc dans un premier cas c'est un appartement et dans le deuxième cas c'est une maison, et aucune des deux n'ont mis d'apport. Elles avaient de l'argent de côté, elles avaient de l'épargne disponible, mais c'était de l'épargne qu'elles ont préféré garder pour le moment, et il n'y a pas eu de soucis. Donc je reviendrai parce qu'il y a quelques détails, ça suffit pas de dire ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais non, vous n'êtes pas obligé d'avoir un apport conséquent lorsque vous souhaitez acheter. Et je sais que ce qu'il faut se mettre en tête, c'est qu'aujourd'hui acheter un bien, ça ne se passe plus comme ça pouvait se passer à l'époque de nos parents. Moi je sais que j'avais cette idée reçue là, qu'il fallait forcément un apport conséquent lorsqu'on voulait s'acheter un bien, parce que c'était le cas à l'époque de mes parents. Sauf que si vous regardez justement, je crois que c'était dans les années 80, le livret A était rémunérateur à hauteur de 10%, je crois, un délire comme ça. Or aujourd'hui on est en dessous des 1%, je sais même plus à combien on est, mais on doit être peut-être à 0,75, un truc comme ça. Et donc aujourd'hui c'est beaucoup plus bas qu'auparavant. Cependant ce qui est vrai aussi, c'est qu'aujourd'hui les taux d'emprunt sont beaucoup plus bas qu'ils ne l'étaient il y a quelques dizaines d'années. Moi comme je vous l'ai dit, j'ai pris un prêt étudiant en 2010, et mon prêt étudiant à 2010 avait un taux d'intérêt complètement dégueulasse, que du coup j'ai refait négocier quelques années plus tard, parce qu'aujourd'hui on peut emprunter et ça nous coûte
beaucoup moins cher qu'auparavant vu que les taux ont baissé. Donc vous voyez, en fait ça s'équilibre. D'un côté oui, les comptes d'épargne type livret A sont moins rémunérateurs, mais de l'autre, emprunter de l'argent coûte aussi moins cher. Donc tout ça pour dire, aujourd'hui vous pouvez acheter votre bien et ne pas forcément avoir un apport conséquent. Dans mon cas personnel, je sais que lorsque j'ai voulu acheter mon premier appart, donc en investissement, c'était un studio, donc il ne m'a pas coûté extrêmement cher, surtout à Nancy. Après ça dépend de votre ville, mais c'est sûr que si vous êtes à Paris, le prix d'un studio c'est pas le même qu'ici. Nancy c'était quand même plutôt correct et j'avais de l'épargne disponible et j'avais quand même envie de mettre un petit peu d'argent dans l'appartement, pas énormément mais un petit peu, et donc mon banquier m'a conseillé de mettre les frais de notaire. À savoir que les frais d'acquisition, justement, lorsque le notaire vous fait sa note, c'est pas de l'argent qu'il se met dans sa poche puisque le notaire est un collecteur d'impôts et de taxes. Donc après cet argent il le distribue aux différents organismes, hein, c'est l'État en gros, et grosso modo je ne sais plus, j'avais noté ça je crois, mais en général justement ces frais d'acquisition représentent grosso modo entre 8% du prix de vente pour un logement ancien et entre 2 et 3% pour un bien neuf. Donc ça aussi vous voyez de ce côté là, parce que lorsqu'on achète un bien neuf, il y a pas mal d'avantages à tirer de ce côté là. Moi je sais que ça m'intéressait pas, mais regardez, donc ça après c'est des choses où il faut se renseigner au préalable, mais n'hésitez pas à en parler avec un agent immobilier, votre banquier ou que sais-je. Mais grosso modo, si vous avez quand même envie de mettre un apport, en général le montant des frais de notaire ça peut être chouette. Perso dans mon cas je crois que les frais de notaire représentaient 5000 €, quelque chose comme ça, donc ça restait plutôt correct, et personnellement, mais ça c'est très personnel, j'étais rassurée de mettre quand même un petit apport dans l'appartement. D'ailleurs autre chose que j'ai envie de préciser, c'est tout ce qui concerne les primo-accédants. À savoir que le statut de primo-accédant n'est pas forcément réservé aux gens qui achètent un bien pour la première fois. Il y a pas mal de choses à savoir, ça je vous conseille de faire des recherches quand même, mais surtout voyez, parce que vous pouvez avoir pas mal d'aides, notamment en fonction de vos revenus. Parfois vous pouvez avoir une partie de votre prêt en fait qui est à taux zéro, donc c'est super intéressant, et ça je vous conseille de voir du côté de votre employeur, parce que parfois on peut avoir pas mal d'avantages. Je sais que ça a été le cas pour un copain à moi. Voyez aussi du côté de votre banque, en général ils pourront mieux vous renseigner et ça peut vraiment être cool. Donc pour tous les primo-accédants, et comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément les gens qui achètent un appart ou une maison pour la première fois, voyez, parce que dépendamment de ce que vous gagnez, vous pouvez avoir des aides qui seront plutôt cool. Maintenant on va parler des étapes. Qu'est-ce que je vous conseille de faire en premier si vous avez envie d'acquérir un bien? Alors pour moi ça coule de source, mais c'est déjà dans un premier temps de consulter votre banque pour évaluer avec elle votre capacité d'emprunt. Je vous dis ça parce que autour de moi parfois j'ai des personnes qui commencent à chercher des biens en se disant ouais, un bien à 200 000 je pense que ça va le faire. Elles cherchent, elles trouvent un bien à 200 000 et leur banque leur dit bah non, ou alors leur banque leur dit bah oui mais vous pouvez aussi emprunter plus, nous ça nous dérange pas. Bref, tout ça pour dire, moi je trouve que le plus logique c'est déjà de consulter sa banque et de voir un petit peu. Je sais que j'avais déjà commencé ces démarches moi en 2018 parce que à l'époque en fait j'avais envie d'acheter mon appartement mais en tant que résidence principale, et finalement à l'époque j'étais encore un petit peu frileuse à l'idée de mettre plus que le loyer que je payais à l'époque pour rembourser mon prêt. Avec le recul en fait j'aurais pu le faire, mais bon à l'époque j'avais pas forcément les mêmes idées. Et tout ça pour dire, le plus simple c'est d'aller voir votre banque et de voir avec elle, d'évaluer votre capacité d'emprunt. D'ailleurs une notion dont je pense qu'il est important de vous parler, c'est le taux d'endettement. Alors ça c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'on en parlait moins il y a quelques années, mais aujourd'hui lorsque votre banquier va étudier votre dossier, il va regarder votre taux d'endettement. Donc concrètement qu'est-ce que c'est? Imaginons que vous gagnez 1000 € par mois, et bien la totalité de vos échéances de prêt, hein, donc imaginons que vous avez déjà un crédit auto sur, j'allais dire sur le cul, bon, je suis vulgaire, sur le dos, mais imaginons voilà vous avez déjà votre voiture à rembourser, votre taux d'endettement ne doit pas dépasser 33%, c'est-à-dire que en tout et pour tout, si vous gagnez 1000, vous ne devez pas avoir des mensualités à plus de 330 € par mois. Donc moi je sais que j'ai pour le permis, donc de voiture j'en ai pas non plus, donc c'était le seul crédit que je devais rembourser quand j'ai voulu acheter mon premier appart. Je m'étais déjà débarrassée de j'avais fini de rembourser mon prêt étudiant, et ça c'est quelque chose quand même d'assez important parce que j'ai vu pas mal de dossiers refusés ces derniers temps. Ils vont vraiment regarder votre impôt sur le revenu et donc votre imposition à l'année, et ensuite voir par rapport aux différents crédits auxquels vous êtes peut-être déjà souscrit, voir si votre taux d'endettement est ok. Mais tout ça pour dire, si vous avez déjà un salaire assez élevé, forcément votre taux d'endettement est beaucoup plus grand, donc même si vous avez de l'argent de côté, vous n'êtes pas obligé, encore moins obligé de mettre de l'apport, puisque de toute façon votre taux d'endettement est beaucoup plus haut et que vous avez de la réserve, vous voyez, enfin de la marge. Je sais pas si c'est très clair. Je sais que j'en avais parlé avec un ami, en tout cas il était pas très d'accord avec le système, en disant bah ouais, donc en gros plus tu gagnes, plus on est ok pour te prêter, moins tu gagnes, moins on est ok pour te prêter. Alors oui c'est vrai, c'est pas très sympa comme
comme ça, mais bah, c'est aussi que les banques, enfin c'est après le risque, et voilà, les banques sont moins frileuses à prêter beaucoup d'argent, même sans apport, à quelqu'un qui gagne beaucoup que quelqu'un qui va gagner moins. C'est le système, ça j'y peux rien. Bref, tout ça pour dire, une fois que vous avez pris contact avec votre banque, d'ailleurs même si plus tard finalement votre prêt vous le souscrivez ailleurs parce que vous trouvez une offre plus intéressante chez le concurrent, ça y a pas de problème. Ensuite là justement à ce moment-là, c'est le moment de chercher votre bien. Donc bon, ça je veux pas faire des recherches pour vous, hein. Vous voyez qu'un agent immobilier, regardez sur le Bon Coin. Moi je sais que mes 2 appartements, je les ai trouvés sur le Bon Coin et à chaque fois j'ai été très tenace. Si vous appelez, qu'on vous répond pas tout de suite pour un bien, donc que ce soit une agence ou un particulier, rappelez. Moi je sais que cet appartement là, je l'ai eu et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il venait d'être baissé au niveau du prix sur le Bon Coin, et c'est parce que justement le mec, je l'ai appelé pas mal de fois de suite, qu'il m'a rappelé moi en première et qui m'a dit ok, vous sembliez assez intéressé, donc c'est vous que j'ai rappelé en premier, j'ai fait la visite, j'ai fait une offre et basta. Donc vraiment n'hésitez pas à être chiant parce que c'est pas grave, hein. Voilà, si vous êtes vraiment déterminé à trouver votre bien et qu'il y a un bien pour lequel vous avez un coup de cœur, appelez plusieurs fois, vraiment. Si on vous trouve chiant, c'est pas grave, à la fin vous aurez votre appart ou votre maison et ça c'est cool. Donc voilà, n'ayez pas peur d'insister, c'est un point qui est important parce que vraiment dans les 2 cas j'ai beaucoup insisté et je pense que c'est grâce à ça que j'ai fait quand même des affaires, donc n'hésitez pas. Bref, la 3e chose, donc une fois que vous avez trouvé votre bien, il faut faire une offre, et ça pareil, n'hésitez pas à faire une offre inférieure si vous pensez qu'elle peut passer, et pensez à justifier si vous proposez moins. C'est-à-dire que, imaginons que vous ayez envie d'acheter une maison, que vous trouvez la maison de vos rêves, mais je sais pas, je vous dire un prix au pif, hein, qu'elle est à 200 000 €, et que finalement vous trouvez qu'il y a quand même les peintures à refaire, ou il y a ceci à refaire, et si vous pensez surtout que ça peut passer, n'hésitez pas à faire une proposition inférieure, je sais pas moi, la proposer à 196 000, mais surtout justifier pourquoi vous la proposez à moins. Après aussi, là où il faut pas faire l'erreur, c'est que parfois il y a plusieurs personnes qui se positionnent pour le même bien, et donc si vous faites une proposition inférieure et qu'à côté le pélo fait la proposition au prix où l'annonce était indiquée, il va l'avoir et pas vous. Donc voilà, notamment quand il y a l'exclusivité, je crois que c'était le cas moi pour l'appartement dans lequel je suis actuellement, il était dans une agence et uniquement dans une agence, et en fait l'agent immobilier m'a dit alors maintenant c'est à vous de voir, et j'ai une autre visite après. Si la personne en fait, eh bien lorsqu'elle voit l'appartement, elle désire l'acheter au prix où il est indiqué et que vous faites une proposition en deçà, les propriétaires forcément ils ont envie de se faire de la thune, donc ils vont prendre la personne qui propose au prix d'offre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voyez, évaluez bien ça, mais c'est vrai que parfois ça peut être intéressant de faire, de proposer moins si personne se positionne sur le bien. Aussi un autre point, et ça c'est d'autant plus vrai pour les petites surfaces, ou on va dire les surfaces plus faciles à acheter, lorsque vous faites une visite, si vous êtes certaine en ayant vu les photos que le bien en fait va vous plaire, moi je vous conseille d'y aller en fait directement avec des offres, c'est-à-dire qu'avec des offres toutes prêtes. Je sais que j'ai fait ça pour mon studio parce que c'était une petite surface, il n'était pas très cher, il n'était pas sur le Bon Coin depuis très longtemps. Je sais que l'agent immobilier avant moi il avait reçu 2 autres personnes et après moi il y en avait encore plein, et du coup en fait quand j'y suis allée j'avais déjà dans ma chemise des offres toutes prêtes, et en fait j'ai visité l'appartement, je me suis dit ok c'est celui-ci qu'il me faut, surtout que moi c'était un bien en investissement donc j'allais pas vivre dedans, c'était pour le louer, donc forcément dans ces cas-là on a un petit peu moins de critères que lorsque c'est sa maison à soi ou son appart à soi. Et donc à peine j'ai eu fini la visite, je lui ai donné mon offre, je l'ai signée, il m'a rappelé un petit peu plus tard pour me dire que c'était ok. Mais voilà, sur certains biens il est important de se positionner très rapidement. Je sais que c'est pas forcément les réflexes que l'on a au début et c'est bien normal. Moi comme ça j'ai quelques biens qui me sont passés sous le nez, mais une fois qu'on a capté ça, quand on fait une visite et qu'on est presque sûr que ça va nous plaire, on a déjà des offres. Et d'ailleurs à ce propos, quelque chose que vous pouvez faire avant de visiter un appartement ou une maison, vous pouvez préparer plusieurs offres, une offre avec au prix de vente, et puis ensuite des offres un petit peu en deçà, dépendamment quand vous visitez, si vous dites oui je pense que je peux me positionner un petit peu en dessous parce que l'appartement vaut pas son prix ou des trucs comme ça. Bref, je trouve qu'on n'est jamais assez trop précautionneux ou prévenant dans ce genre de situation là, et ça peut être utile. Donc voilà, ça coûte rien d'imprimer quelques papiers avant, au pire vous allez perdre 10 minutes, mais le moment venu ça pourrait vous être très utile. Donc maintenant on en est à la 4e étape, c'est-à-dire lorsque vous avez trouvé votre bien, que vous avez fait une offre et que cette dernière a été acceptée, maintenant il faut trouver son financement, et c'est là où certaines personnes sont parfois un petit peu frileuses à changer de banque. Il faut pas du tout. Je sais qu'encore une fois, moi si je prends l'exemple de mes parents, ils sont à la Société Générale depuis je pense les années 70, et ça alors à mon sens, de petite conne peut-être, c'est une erreur. Alors c'est une erreur, oui et non, ça dépend de votre situation bien sûr, je suis qui, je suis personne pour vous dire ça, mais tout ce que je veux dire c'est qu'il faut pas hésiter à changer de banque. Moi j'ai changé de banque déjà 3 fois depuis mes 18 ans, c'est à dire que j'avais une première banque pour mon prêt étudiant, la Société Générale justement. Je sais qu'à 17 ans j'ai cherché donc à financer mes études, mes parents m'ont amené à la Société Générale parce que c'était là que eux ils étaient, et ça en fait avec le recul c'était une grossière erreur parce que j'ai eu un taux de merde, mais vraiment un taux de merde qui m'a quand même foutu un peu dans la merde. C'est pour ça que des années plus tard, mon ex-belle-mère justement m'a dit Alison, je pense que tu peux faire renégocier ton prêt, donc viens à la CIC, tu vas voir, ils vont avoir un meilleur taux. Et effectivement ils m'ont eu un meilleur taux, donc je les ai gardés
regardé quelques années. Puis une fois que j'ai eu envie d'acheter mon appart, et bien justement leur prêt immobilier était dégueulasse au niveau du taux. Donc encore une fois j'ai changé de banque, ce qui m'a amené aujourd'hui encore chez une autre banque. Mais tout ça pour dire, faut pas avoir peur d'essayer de négocier et quand vous n'êtes pas satisfait, bah vous vous cassez. Pour une banque ça va pas changer grand chose de plus vous avoir, donc eux c'est pour ça que parfois ils ne s'alignent pas. En revanche vous ça peut quand même vous faire des mensualités plus chouettes. Bref tout ça pour dire, une fois que votre offre a été acceptée et que vous devez trouver votre financement, moi ce que je vous conseille de faire à 100% c'est de trouver un bon courtier. Et comment trouver un bon courtier? Eh bien c'est le bouche à oreille. Moi je sais qu'à l'époque je vous avais posé la question sur Instagram, mais surtout j'avais trouvé justement, je crois que c'est un agent immobilier qui m'avait parlé d'un courtier à Nancy qui était très chouette et effectivement j'en étais très contente. Je suis passée avec lui pour le premier appart, pas pour le deuxième parce que bon ça je vous expliquerai plus tard, mais tout ça pour dire n'hésitez pas à faire appel à un courtier. Alors effectivement parfois les services du courtier sont payants, ça dépend en fait, il y en a qui vont se rémunérer de façon un peu plus comment, c'est au niveau des conventions qu'ils vont signer avec les banques et en fait c'est plutôt la banque qui va le rémunérer lui, même si ils vont quand même pouvoir vous avoir des taux plus intéressants que votre banque. Et parfois le courtier vous prend des frais de 1500 ou 2000 balles ou 1000 balles, ça dépend après des tarifs, mais dans tous les cas je peux vous assurer que ça vaut quand même beaucoup le coup. Moi pour mon premier appart je sais que à l'époque je crois que j'avais eu un taux, la CIC me faisait un taux à 1,25, un truc comme ça, et je savais que dépendamment en fait de vos revenus mais surtout du temps comment du prêt, donc sur quelle durée vous le prenez, si c'est 20 ans, 15 ans, 10 ans ou 25 ans, et surtout dépendamment du montant emprunté, votre taux ne sera pas le même, hein. Forcément plus la banque prend des risques à vous prêter de l'argent, plus le taux va être fort, mais ça c'est logique. Je sais que ce courtier moi m'avait eu un taux, alors je sais plus à l'époque, je crois que c'était 1,13, la CIC me disait nous de toute façon dans tous les cas on n'ira pas en dessous des 1,25 ou 1,20, donc quand j'ai vu ça j'ai dit bon bah ok bah ciao, et je suis partie donc dans ma banque actuelle. Donc voyez, un courtier franchement ça peut être chouette, et surtout ce qui peut être rigolo entre guillemets, c'est que parfois votre courtier vous a des taux plus intéressants dans votre banque, c'est à dire que eux comme en fait ils ont des partenariats avec les banques, ils arrivent plus facilement à négocier que vous, et je sais que ça a été le cas d'une amie qui était, alors je sais plus chez quelle banque elle était, mais en fait le courtier lui a trouvé encore un taux encore meilleur dans sa propre banque, alors pas dans la même agence mais en tout cas dans je sais plus quelle banque c'était encore une fois, mais en tout cas dans une autre agence de la ville, et ça peut être chouette. Donc vraiment le plan courtier ça peut être très cool. Après bien sûr ça dépend toujours de votre situation personnelle, n'ayez pas peur, même d'ailleurs si vous n'avez pas envie de consulter votre banque au début pour voir votre capacité d'emprunt, n'ayez pas peur d'aller voir un courtier, et vraiment retirez-vous l'idée de la tête de oh mon dieu je gagne pas des 1000 et des 100 par mois, j'ai pas énormément d'épargne de côté donc en fait je pourrais jamais acheter. Pas du tout, vraiment ne pensez pas, parce que ça c'est aussi une crainte que je vois beaucoup autour de moi, des gens qui sont pas forcément méga aisés et qui n'ont pas forcément énormément d'argent de côté et qui disent non mais il va me prendre pour un con, il va me trouver ridicule, je vais pas aller le voir ce courtier. En fait si, vraiment n'hésitez pas, ça c'est le premier conseil que j'ai à vous donner, parce que moi je sais que j'aurais pu acheter quelques années auparavant et je l'ai pas fait parce que je me disais bon elle va me prendre pour une conne, peut-être que j'ai pas assez, mais non en fait faut pas forcément gagner des 1000 et des 100 par mois, ça je peux vous l'assurer. Après bien sûr on va pas se mentir, ça dépend quand même de la qualité et du sérieux de votre dossier. Si vous êtes fiché Banque de France, oui ça va être plus délicat, mais tout ça pour dire franchement n'hésitez pas à aller voir un courtier ou un banquier pour un petit peu tâter le terrain, parce que franchement ça peut valoir le coup. Donc tout ça pour dire, une fois que vous avez les différentes offres devant vous, vous pouvez choisir celle qui est le plus intéressante pour vous, et une fois que vous avez votre offre, autre chose que vous pouvez négocier et où je vous conseille de faire attention, c'est à l'assurance de votre prêt, puisque lorsque vous allez souscrire à un prêt, dépendamment du montant emprunté, on va vous faire passer éventuellement une analyse médicale, pas du tout. Vous allez passer chez le médecin où on va vous faire un petit check-up pour voir si vous êtes en bonne santé, puisque bon ça c'est un peu dégueulasse, mais encore une fois on est dans un monde un peu dégueulasse, c'est-à-dire que par exemple si vous êtes en rémission, si vous avez eu un cancer dernièrement ou toute autre pathologie, si vous êtes obèse, plein de trucs comme ça, lorsque vous empruntez de l'argent, j'essaie d'expliquer, je pense que tout le monde le sait, mais j'essaie quand même un peu de clarifier parce qu'il y a peut-être des gens qui savent pas trop, en tout cas moi je sais qu'au début je savais pas. Lorsque vous empruntez, lorsque votre banque vous prête de l'argent, forcément derrière il y a une assurance en cas de décès ou en cas de pépin, même en cas de chômage, on a quand même envie que les mensualités soient remboursées, c'est-à-dire que si vous n'êtes plus en capacité de rembourser votre emprunt parce que par exemple vous êtes mort, et bien la banque a quand même envie de se faire rembourser, hein, désolé elle vous fait pas de cadeau, et donc c'est l'assurance à laquelle vous avez souscrit qui prend le relais. Je pense que c'est clair. Cette assurance là il faut faire attention, parce que moi je sais que pour le prêt que j'ai actuellement pour cet appart là, elle était méga rush parce que c'était l'assurance maison, c'était l'assurance de la banque quoi. Vous pouvez vraiment trouver des assurances qui sont plus intéressantes avec des garanties assez similaires, typiquement qui vous protègent en cas de chômage ou en cas de tout ce qui est arrêt maladie, enfin bref tout ça pour dire lorsque vous avez des périodes un peu compliquées. Et effectivement toutes les assurances ne garantissent pas la même chose forcément, puisqu'il y en a des plus ou moins chères, mais ça vaut le coup de passer par un courtier en assurance, ça existe
existe aussi. Moi je sais que c'est ce que j'avais fait, il m'avait proposé une offre et du coup j'étais revenue à ma banque qui n'avait pas voulu s'aligner et donc j'ai changé tout simplement. Alors ça pareil, ça vaut quelques petits papiers et des petites signatures, mais franchement quand vous voyez que parfois sur un mois votre assurance elle est moins chère de 30 ou 40 euros, sur l'année ça fait quand même une belle économie, donc ça peut vraiment valoir le coup. Et de ce côté là faut aussi se renseigner, mais normalement votre banquier lorsque vous signez, donc votre nouveau banquier ou votre banquier actuel si vous changez de banque, lorsque vous signez votre prêt, ça il vous en parle et il vous dit de toute façon pour faire le changement d'assurance et passer à une assurance plus intéressante pour vous ou qui vous correspond plus, ça vous allez le faire après. Mais c'est quelque chose auquel il faut penser parce que je sais que moi j'y ai pas forcément pensé, heureusement que mon banquier me l'a dit parce que j'ai fait de belles économies sur cette fameuse assurance. Bref, tout ça pour dire, une fois que vous en êtes à cette étape là, c'est bon, normalement vous avez votre prêt, votre projet est financé et vous pouvez emménager. Alors par contre pour ça je vais pas vous donner de conseils parce que les cartons j'aime pas ça. Moi je sais que mes parents ont été, et je les remercie beaucoup d'ailleurs à travers cette vidéo, mes parents ont été extrêmement présents pour l'emménagement de cet appartement. En plus c'était une période où j'étais en PLS qui a été assez compliqué pour moi et s'ils n'avaient pas été là je sais pas ce que j'aurais fait parce qu'ils ont géré de A jusqu'à Z. D'ailleurs autre chose que je peux préciser, c'est que lorsque vous achetez un appartement ou une maison, que vous avez des choses à rénover dedans, précisez-le. Je sais qu'il y a des personnes qui disent non mais t'inquiète je vais faire ça, j'ai des économies, j'ai 15 000 balles de côté, je vais prendre mes économies pour rénover ce que j'ai à rénover dans ma maison ou dans mon appartement. Et ça faut pas parce que la partie de votre prêt que vous allez utiliser pour rénover, pour faire des travaux, il me semble qu'elle est avait un taux inférieur. Peut-être que je raconte des conneries mais je crois que c'est ça. Mais tout ça pour dire, votre banquier c'est pas non plus votre ennemi et donc dites-lui au moment où la personne est là, le conseiller est là pour financer votre projet, expliquez-lui bien votre projet et s'il y a des travaux, précisez-lui parce que ça va changer un petit peu au niveau du prêt et c'est à votre avantage, pas à votre désavantage. Personnellement je sais que moi dans l'appartement, c'est d'ailleurs pour ça que le prix avait été baissé, il y avait des petits travaux à faire parce que toutes les peintures étaient à refaire, les sols aussi et forcément ça chiffre assez vite et donc je vous conseille d'emprunter plutôt que de prendre sur vos économies qui pourraient peut-être vous servir un jour en cas de pépin et surtout voilà c'est à votre avantage, c'est pas des taux délirants donc c'est cool. Et ça de toute façon d'une façon générale, c'est pour ça en fait aujourd'hui qu'on n'encourage plus les gens à mettre autant d'apports que c'était le cas auparavant, c'est parce que les taux sont très bas et comme les taux sont très bas, grosso modo, enfin c'est simple, pour moi ça coule de source, mais emprunter de l'argent ne coûte pas aussi cher qu'avant. Forcément quand vous aviez des taux à 10%, donc vous empruntez 100 000 euros, et bien vous aviez 10 000 euros en plus à donner à la banque. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais que moi par exemple à l'époque de mon prêt étudiant, pourtant c'était pas il y a si longtemps que ça, enfin c'est il y a 10 ans maintenant, 12, et bien je sais que sur 20 000 euros empruntés, mon prêt me coûtait 30 000 balles. 30 000 balles, pourquoi? Parce que il y avait dedans l'assurance, justement voilà une erreur que j'ai faite à l'époque, c'est que l'assurance de mon prêt, j'ai pas cherché à la déléguer, je suis restée avec l'assurance que me proposait la Société Générale. Vraiment cette banque je peux pas l'avoir. Comme mon père en plus était assez âgé, et bien forcément il avait plus de chances, c'est horrible hein, mais de mourir. Donc comme c'était ma caution, et bien son assurance à lui elle était méga haute et donc il y avait la mienne et la sienne et elles étaient super chères. En plus de ça le prêt était à un taux assez haut, donc je me suis fait empapaouter pour être très poli. Écoutez, j'espère que cette vidéo a pu vous aider, vraiment. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé la filmer, c'est fou mais ça m'excite, je sais pas si c'est le bon terme, mais ça me plaît tellement plus de vous parler de ça que maquillage. Bref, tout ça pour dire, je vous embrasse très très fort et puis je vous souhaite d'aller bien. Je vous souhaite de bonnes fêtes un petit peu en avance et puis je sais pas si on se retrouvera d'ici là, je vais essayer en tout cas. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très bientôt. Bye.